Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a pas mal d'actualités fraîches autour du Paris Saint-Germain et notamment le mercato. Donc, on va réagir à tout ça autour de cette vidéo. Il y a évidemment le maillot domicile du Paris Saint-Germain de la saison prochaine qui est sorti officiellement. Donc, je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus, mon avis aussi sur le maillot extérieur parce que j'ai peut-être un avis un petit peu différent de vous et j'aimerais aussi avoir vos avis en commentaire. Et puis, évidemment, le mercato, les deux pistes un petit peu chaudes, les deux grosses informations en tout cas qui sont sorties ces dernières heures, évidemment sur le Géorgien du Napoli, Visca Kvaratskhelia, voilà, c'est pas évident de le dire, mais j'ai réussi. Et puis sur notre petit Titi, notre petit futur diamant ou pas, du coup, Xavi Simons, puisqu'apparemment Xavi Simons ne veut pas revenir au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On dit un petit peu tout et son contraire. Je vais vous donner moi mon avis sur la situation et ce qui pourrait en être l'année prochaine. Et puis voilà pour la petite intro, claire, nette, précise, concise. N'hésite pas à mettre ton meilleur like pour récompenser le travail. Encore merci du soutien, comme d'habitude les gars, évidemment. Et puis un petit abonnement, voilà, ça coûte rien. Il y a encore énormément de gens qui regardent mes vidéos régulièrement mais qui ne sont pas abonnés. Ça vous coûte rien et ça fait plaisir, très plaisir même aux créateurs. On commence donc avec le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine qui a été officialisé. Ça y est, on a eu la petite vidéo du PSG avec des IA et du coup je vous ai extrait cette photo où on peut voir l'IA de Nuno Mendes, je pense qu'il est reconnaissable. Donc le maillot, comme je vous ai dit, j'ai peut-être un avis différent parce que je pense que beaucoup le trouvent très beau, mais moi j'ai un peu du mal. Alors le retour d'Echter, on est très content, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux pour le retour d'Echter. Globalement le maillot est beau, je ne peux pas dire qu'il est moche ou qu'il est neutre, globalement je pense qu'il est beau en vérité, mais j'ai du mal à dire beau. Je ne sais pas pourquoi, parce que je m'attendais à mieux en vérité. Je m'attendais à peut-être un petit peu plus sophistiqué. Je trouve qu'il y a trop de bleu. Il n'y a pas d'effort sur les manches, il n'y a pas d'effort sur le col. Alors cet effet un peu peinture blanche sur la bande rouge, beaucoup aiment beaucoup, mais moi je suis pas super fan. Je sais pas pourquoi. C'est pas moche, mais je suis pas super fan. Voilà, je sais pas trop, mais j'arrive pas à kiffer ce maillot. Je sais pas pourquoi. Après peut-être que porté sur les joueurs, je le trouverais un petit peu plus beau. Par exemple le maillot extérieur blanc que je trouve plutôt pour le coup réussi, sophistiqué. Pas sur la photo que je vais vous montrer parce que c'est une photo que j'ai trouvée rapidement, mais globalement il va être beaucoup plus blanc. La tour Eiffel, le côté bleu va être bleu plus clair et vraiment le rendu, alors que je le trouvais moche à la base, le rendu paraît vraiment joli. Donc j'attends de voir porter sur les joueurs. Pareil pour celui-là. Bon, globalement, il est quand même beau ce maillot, évidemment, mais je suis curieux d'avoir vos avis. Dites-moi, après les goûts et les couleurs, évidemment, ça diverge, ça reste subjectif. Mais je m'attendais à un petit peu mieux, un petit peu sophistiqué, et je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à kiffer ce maillot, même si, globalement, sur cette image, très bien éclairé et tout, je le trouve quand même assez beau. Donc je pense que ce maillot-là, porté par les joueurs, ou porté sur nous, la version pro avec le soleil et tout, une bonne luminosité, je pense qu'en vérité, il rendra très bien. Voilà, donc dites-moi si vous aimez ou pas, si vous n'arrivez pas à kiffer ou pas un peu comme moi, si vous pensez un peu comme moi ou pas du tout, mais bon, comme je vous ai dit, les goûts et les couleurs, vraiment, ça diverge, c'est propre à chacun. Kvaratskhelia, du coup, que je vais appeler Gvara dans cette vidéo, parce que sinon, ça va être trop compliqué, je vais devoir refaire les séquences 50 fois, c'est un nom très très difficile à prononcer, même si j'ai réussi tout à l'heure, je vais peut-être pas réessayer 2-3 fois. L'information qui est sortie, c'est de Fabrice Hawkins. On sait que c'est un journaliste qui est quand même très très bien informé, notamment sur le Paris Saint-Germain. En général, c'est plutôt fiable. Il s'est déjà évidemment arrivé qu'il se trompe, mais globalement, c'est quand même plutôt fiable quand ça sort de lui. Paris est bien intéressé par Visca Kvaratskhelia. L'ailier est très sensible à l'intérêt du PSG. Les dirigeants parisiens ont rencontré son entourage. Pas d'accord avec le Napoli pour le moment. Il y a eu une information qui est sortie aussi hier, avant que Fabrice Hawkins sorte cette information, c'était que le Paris Saint-Germain était très intéressé, que Aurelio De Laurentiis, on sait que c'est un président avec qui c'est très compliqué de négocier, que ce soit lui ou Lévy de Tottenham, c'est deux présidents où on sait qu'en général, il va falloir mettre une vraie quicheta pour avoir le joueur et que ça va être très très compliqué. Mais on a appris aussi que le président était ouvert finalement à laisser partir Osimhen et Kvaratskhelia et qu'il était ouvert finalement à recevoir de grosses sommes et pouvoir repartir limite sur un nouveau cycle et pouvoir réinvestir cet argent-là. On sait que par exemple, il y a 2 ou 3 ans, il n'avait pas hésité à se séparer en même temps de plusieurs cadres, Mertens, Koulibaly par exemple. Donc, on peut se dire que c'est peut-être vrai finalement parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de problèmes au sein du vestiaire, entre Osimhen, entre Kvara, avec d'autres coéquipiers, avec le président également, le staff. Bref, ça a été très très compliqué cette saison en interne, ce qui explique aussi les résultats décevants du Napoli, même si c'est pas que l'ambiance qui a fait ça. On va revenir évidemment sur la saison de Kvara, sur la précédente aussi, avec la Géorgie, bref, plein de trucs, vous allez voir. Mais c'est vrai que du coup, il paraît ouvert et également on parle peut-être d'un deal avec Ugarte, ce qui ferait baisser
la somme. Il y aurait peut-être une somme avoisinant les 80 millions. En tout cas, c'est sa valeur d'ailleurs actuellement. Et avec Ugarte pardon, dans le deal. La Juventus est également intéressée par Ugarte. Donc on voit qu'Ugarte a quand même la cote en Serie A. À voir si ça peut nous permettre donc du coup de baisser la somme. Mais Kvara pour moi serait une magnifique recrue et je vais donc vous dire pourquoi. Je vous ai pris quelques screens pour illustrer tout ça et on commence avec celui-ci. Je ne sais pas si je les ai mis dans l'ordre, mais bon bref, on commence avec celui-là. Bon, on se rend compte que c'est les notes SofaScore, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais globalement, on voit que c'est un top 10 qui n'est pas déconnant. Voici les notes moyennes des meilleurs joueurs de série à cette saison. Hakan Çalhanoğlu ressort premier et c'est pas étonnant du tout. Hein. Il a fait une saison magnifique avec ce poste de numéro 6. Il a été magnifique et on voit que Kvara deuxième entre Hakan Çalhanoğlu et Lautaro Martinez, deux des hommes forts de l'Inter, qui a fini évidemment champion avec 10 milliards de longueur d'avance. Et puis on retrouve dedans Leao, Di Marco, Bastoni, Marcus Thuram et Danilo par exemple. Donc on voit que clairement c'est pas un top 10 déconnant. Kvaratskhelia fait partie des meilleurs joueurs de Serie A depuis 2 ans. Au classement, on voit que le Napoli vit une saison très compliquée, ce qui va expliquer certaines statistiques de Kvara. Mais en tout cas, ouais, on voit que c'est une saison compliquée. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui se sont succédés. Hein. Depuis le titre remporté la saison dernière avec Luciano Spalletti, on sait qu'il est parti pas à la retraite, mais en année sabbatique, voilà. Et il a été remplacé par Rudy Garcia. Donc évidemment, quand tu vois ça, tu comprends un petit peu tout. D'ailleurs, il y a eu un petit pic de Laurentiis qui de base voulait Luis Enrique, on s'en souvient. Et dès les 3 premiers matchs du PSG, il a dit nous on est bien content de ne pas avoir choisi Luis Enrique et d'avoir Rudy Garcia. Oui, bien sûr, Rudy Garcia qui aura fait uniquement 16 matchs cette saison avec une moyenne de points d'1,75. Mais c'est pas celui qui a fait pire, puisqu'on a vu Walter Mazzarri juste après faire seulement 17 matchs aussi et avec une moyenne de points d'1,24. C'est très faible. Et aujourd'hui, du coup, c'est Francesco Calzona. C'est l'ancien manager de la Slovaquie ou l'actuel aussi. Je crois peut-être qu'il fait les deux, je ne sais pas. J'ai pas tout regardé, mais en tout cas, je sais que c'était l'ancien sélectionneur ou actuel de la Slovaquie. C'est son CV. Et 13 matchs, 1,23 points par match. Voilà, c'est ridicule, c'est des moyennes ridicules, surtout quand tu vois quand même le 11 du Napoli et quand tu vois ce que Spalletti a réussi à faire avec cette équipe. Donc tu comprends que forcément c'est une saison compliquée pour le Napoli et forcément que ça peut se ressentir sur Kvara. En championnat cette saison, on se rend compte que évidemment les stats sont moins bonnes que l'année dernière, on va les voir juste après. 10 buts et 8 passes D, mais c'est quand même pas dégueulasse. Hein. En 31 matchs, qui fait 18 contributions, donc c'est pas mal. Et puis la saison dernière, évidemment, 34 matchs, 12 buts, 13 passes décisives. Donc on est sur du 31 contributions en 43 matchs avec la Champions League. Donc évidemment, c'est une saison masterclass. On voit que globalement, avec le Napoli, il y a quand même beaucoup de stats. Hein. 85 matchs, 24 buts, 26 passes D. Et même avant, avec la Rubin Kazan, on avait déjà des prémices avec 73 matchs, 9 buts et 18 passes décisives. Donc c'est un redoutable passeur décisif. Hein. Il n'hésite pas à dribbler, on va voir tout ça, et à donner de très bons ballons. Donc ça va être important. Surtout qu'on voit qu'avec des Dembélé et des Barcola qui est encore jeune, on a du mal à avoir des joueurs qui statent. Et puis surtout, quand on voit le nombre de passes D et qu'on voit le nombre de caviar qu'il a pu offrir à Osimhen, on peut se dire qu'avec Gonzalo Ramos, ça peut vraiment fonctionner. Un point aussi à évoquer forcément, c'est que c'est un jeune joueur, hein, 21 ans l'année dernière, 22 ans cette année, et puis il a eu 23 tout juste là, il y a quelques mois, et puis on peut voir qu'il est devenu un des tauliers du Napoli, on va le voir en statistique, et on le voit aussi avec la Géorgie. Avec la Géorgie, qualif de l'Euro, 11 matchs, 4 buts, 1 passe décisive. En Nation League, 9 matchs, 6 buts, 5 passes D. Au final, 29 matchs internationaux, 15 buts, 7 passes D. Donc tu vois qu'il est devenu important. Et surtout, la Géorgie, comme vous le savez, s'est qualifiée pour l'Euro 2024 et va disputer l'Euro 2024 grâce évidemment à Kvaratskhelia. Et ça va être sa première compétition internationale à la Géorgie. C'est la première fois qu'ils vont disputer une compétition internationale. Et ça, forcément, ils le doivent à Kvaratskhelia. Je vous montre tout ça et je vais vous montrer ces statistiques en détail aussi, surtout parce que j'ai eu pas mal de tweets en réponse qui m'ont dit « Est-ce que Kvara, ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu connais bien Kvara? Est-ce que tu peux en parler, etc. » Je sais qu'il y en a énormément qui ne regardent que le PSG ou alors qui regardent la Ligue 1, la Première Ligue, etc. et pas forcément la Serie A, et encore moins le Napoli. En général, on aura la Juve, l'Inter ou le Milan, mais pas forcément le Napoli. Donc, il y en a pas mal qui ne connaissent pas Kvara. Donc, on va voir tout ça en statistiques. En tout cas, si vous regardez les joueurs similaires à Kvara, vous retrouvez Edon Zegrova, un pensionnaire de Ligue 1, du LOSC, qui va sûrement être élu meilleur joueur de Ligue 1 d'ailleurs cette saison. Donc c'est pas rien. On peut voir Luis Diaz, Sterling, Jérémy Doku, Leroy Sané, João Félix, Musiala. Donc on a quand même des joueurs masterclass. Une petite stat aussi qui est importante en Ligue des Champions, on regarde les meilleurs dribbleurs, ceux qui ont éliminé le plus de joueurs, et on retrouve Kvara à la 4e place dans une équipe qui n'a rien à voir
avec le PSG, avec Manchester City, le Bayern, le Barça, le Real, Arsenal, comme on peut voir. Napoli, c'est quand même bien en dessous. Hein, et pour autant, il s'en sort très très bien avec 44 joueurs éliminés, c'est autant que Jérémy Doku, quasiment autant que Musiala. 5, quasiment 5 ratio 90 minutes, donc il élimine en général 5 à 6 joueurs par match, ce qui est quand même énorme. Et on peut voir, bon, on peut s'inquiéter peut-être au différentiel sur le taux de réussite parce que, comme on peut voir, Jérémy Doku, bon, c'est stratosphérique, hein, 70% de taux de réussite, c'est incroyable. Gvara est seulement, entre guillemets, à 49, c'est différent des joueurs comme Bakayoko, Musiala, etc. Mais en fait, il y a une donnée qui est à prendre en compte et je vais vous le montrer en vidéo, c'est les sortes de dribbles que tu fais. Parce que des mecs comme Doku, qui ont une énorme pointe de vitesse et une énorme puissance dans les cuisses, dans les premiers appuis, forcément que le mec, s'il privilégie par exemple le crochet et d'aller déborder comme on a pu voir récemment sur Carvajal, forcément qu'il va passer 2 fois sur 3 parce que tu peux rien faire en vitesse et en puissance face à ce mec. Voilà. Alors qu'un Gvara qui est quand même un moins rapide, moins puissant, plus technique, qui va repiquer dans l'axe ou avoir 2-3 joueurs, etc. Les défenses de Serie A aussi qui sont fortes. Bon là c'est la Ligue des Champions, mais il a affronté aussi des gros adversaires, notamment le Barça, hein, si je me trompe pas. Donc bref, tout ça pour vous montrer que les dribbles, ça dépend. Regardez sur cette action, bon voilà, il prend pas la solution la plus simple, le petit pont entre deux joueurs. Il y a un joueur qui peut revenir. Là, pareil, il y a Amrabat qui pouvait revenir sur cette action. Bon, regardez, je pense que voilà, on n'est pas sur les dribbles de Doku qui fait un crochet et qui part long de ligne. Là, voilà, regardez, à chaque fois, il repique au centre. Il peut y avoir encore plus de gars qui viennent. Donc, il choisit jamais la solution la plus simple. Voilà, encore un petit pont. Et il y a le joueur qui fait faute. Donc, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est limite les solutions les plus dures qu'il choisit. Donc, le fait d'avoir un taux de réussite moins élevé, il s'explique aussi par ça. Et puis, dans tous les cas, tu te retrouves dans les meilleurs dribbleurs avec des cadors. Hein. Dembélé, Mbappé, Doku, Musiala, Vinicius, Saka, Yamal, t'as les meilleurs dribbleurs de la planète. On peut regarder aussi sa heatmap, parce que quand on regarde le match face à Dortmund, on se rend compte que on a eu du mal défensivement et Nuno Mendes s'est retrouvé un petit peu seul. Quand on regarde sa heatmap, on se rend compte que c'est un joueur qui défend énormément et on va le voir en statistiques. C'est un joueur de devoir, c'est un joueur de collectif, c'est un joueur important qui a une énorme débauche d'énergie, qui est très professionnel, qui a beaucoup de cardio, qui parcourt beaucoup de kilomètres et qui n'hésite pas à défendre. On regarde, on voit beaucoup de rouge à la médiane. Donc c'est un joueur qui sait défendre bas. On peut le voir hein, même dans sa moitié de terrain, c'est un joueur qui aide défensivement. Et ça, c'est important pour le pressing global, pour le contre-pressing aussi, à la perte du ballon. On sait, avec cette heatmap, on voit aussi, et on va voir en statistique, le pourquoi du comment Luis Enrique le veut absolument. Ensuite, voici donc le moment statistique. Alors là, ça s'arrête à, je crois, fin 2023, début 2024. Hein. On n'est pas sur les derniers mois, on n'a pas les derniers mois dedans. Mais en tout cas, on a une comparaison entre le Gvara de l'année dernière et le Gvara de cette année. On se rend compte aussi, hein, 21 ans, 22 ans. C'est un très très jeune joueur encore. Hein. Il vient d'avoir 23 ans. Hein. Donc quand même, il y a une énorme marge de progression encore. Et pourtant, on a déjà affaire à un joueur quand même assez mature, plus mature que la normale, je trouve. Et puis on se rend compte du coup que le Gvara de cette année, limite, il remplit tout le cercle, quoi. Le seul défaut, c'est les buts. On va en parler. Mais sinon, tout le reste, il est meilleur que la saison dernière. Et bien meilleur que la saison dernière. On se rend compte qu'au niveau des fautes subies, il subit énormément de fautes, beaucoup plus que la saison dernière. Pourquoi ? Parce que forcément, aujourd'hui, on sait que le danger numéro 1 au Napoli, avec Osimhen évidemment, c'est Gvara. Et qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il vaut mieux faire faute, quoi. Il vaut mieux faire faute parce que s'il passe, ça peut être grand danger, tant il peut être juste derrière. Donc, très souvent, gros dribbleur, il subit évidemment beaucoup de fautes. Et on peut le voir aussi juste en dessous, il reçoit beaucoup plus de passes que la saison dernière. Donc ça montre qu'il a pris beaucoup plus d'importance dans cet effectif. On voit également les passes dangereuses. Il fait beaucoup plus de passes dangereuses que l'année dernière. Ça, c'est important. On a besoin de verticalité, on va le voir, mais on a besoin d'un joueur qui prend des risques. C'est hyper important d'avoir un joueur qui prend des risques et qui, évidemment, a un plus haut taux de réussite que la moyenne. Parce que prendre des risques, c'est bien, mais encore faut-il réussir. On voit que c'est un joueur qui touche énormément de ballons dans la surface aussi, avec les stats tout en bas. Et les courses progressives, centre dans la surface, accélération, dribble réussi, tir tenté, etc., but attendu. Tout le côté droit en partant du bas jusqu'en haut, on se rend compte que c'est des stats énormissimes et qu'il a une énorme activité. Beaucoup de courses progressives, ce qui est hyper important pour amener de la verticalité, pour amener du danger, ce qui manque aussi parfois au PSG, ce pourquoi Luis Enrique adore les profils de Barcola et Dembélé et qu'il insiste sur aller chercher des duels en 1 contre 1, prendre des risques et tenter sa chance et aller dribbler, aller provoquer. Donc voilà, ce qui est important avec Vara, c'est qu'il le fait aussi. Les centres dans la surface, ça peut être aussi une arme fatale. On sait qu'il est très juste, un peu à l'image du Barcola l'année dernière quand il évoluait sur le côté droit, beaucoup de passes D, de débordement, de dribble et de passes décisives pour Alexandre Lacazette. Là, c'est important. Avec un attaquant comme Osimhen, on le voit, et avec un attaquant qui pourrait avoir au PSG comme Gonzalo Ramos, sauf si c'est un autre, mais en tout cas, ça peut être vraiment une arme fatale. On voit aussi les accélérations.
Voilà, c'est un joueur qui va provoquer, qui dribble. Pareil pour les dribbles réussis. On voit qu'il a quand même un taux de réussite quand même assez élevé et qui souvent fait des différences. Ça, c'est quand même important. Tir tenté, on voit qu'il tente énormément de tirs aussi, donc ce qui est bien, clairement, et pas mal de buts attendus. Malheureusement, la réalité, c'est les buts et on voit que cette saison, il est bien moins efficace que l'année dernière. Pour autant, il a quand même mis une douzaine de buts cette saison en Serie A, en Champions, etc., dans les matchs qui comptent aussi également. Donc, bon, on est sur une baisse de régime en termes de buts. C'est vrai, maintenant, comme on l'a vu avec le Napoli cette saison, c'est quand même catastrophique. Et ça compte beaucoup sur Kvara ou Osimhen qui doivent faire énormément de taf. Maintenant, comme j'ai dit, il a que 23 ans, il vient d'avoir 23 ans, il a encore une énorme marge de progression. Mais quand on voit ses statistiques, on se rend compte que on est quand même sur un joueur vraiment, vraiment important dans son club, dans sa sélection, et qui peut devenir vraiment un furieux classe. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Kvara, sur son profil, ses qualités, etc., sur ses statistiques. En tout cas, c'est un merveilleux joueur, c'est un joueur que je veux absolument parce que c'est un joueur très professionnel, c'est un joueur qui pense football, qui monte en puissance, c'est un joueur de collectif, c'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui pour moi collerait parfaitement à Luis Enrique, que ce soit le jeu de position, que ce soit le jeu de possession, que ce soit sa verticalité, ses prises de risque, et également aussi, parce qu'il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais non, on va freiner la progression de Barcola ». Non les gars, je pense que vous avez vu cette saison, vous avez vu face à Dortmund, on ne peut pas aller au charbon avec autant de joueurs sur lesquels on compte alors qu'ils ont 10 ans. C'est pas possible. Warren, on l'a vu, c'est encore trop jeune, c'est encore trop frêle pour. C'est pas assez évolué encore pour des grands matchs de Ligue des Champions, des demi-finales de Ligue des Champions. Pareil pour Barcola. C'est des joueurs qui aujourd'hui ne doivent pas être titulaires et sur lesquels on ne doit pas absolument compter pour faire la différence dans ce genre de rendez-vous. Et dans tous les cas, il faut de la concurrence. Donc, il faudra de la concurrence à tous les joueurs, à Vitinha, à Warren, à Barcola. Et pour moi, ça peut être une très bonne chose. Parce qu'à un moment donné, si Dembélé, si Barcola se blesse ou connaissent une baisse de régime, tu fais comment? Parce que c'est ça, tu fais confiance. Ok, d'accord. Et s'ils ont une mauvaise passe, s'ils se blessent, tu fais comment? Là, au moins, t'as Kvara, t'as Barcola qui peut jouer des deux côtés, Dembélé qui peut jouer des deux côtés. Et ben voilà, c'est le meilleur qui jouera. Le meilleur jouera à gauche, le meilleur jouera à droite. Et au moins, si t'as un blessé, si t'as un suspendu, si tu dois faire tourner, tu perds pas vraiment en qualité. T'as 3 joueurs de qualité pour 2 postes. Je trouve que c'est une très bonne chose. T'as encore Kanguini ou Asensio, par exemple, qui peuvent tourner, Colomwani. Voilà, mais au moins, t'as 3 joueurs importants qui font des différences et qui peuvent se tirer la bourre. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Au contraire, pour moi, il ne faut absolument pas protéger certains joueurs qui sont encore en plus trop jeunes. Et puis, contrairement à celui de qui on va parler, même si on ne sait pas forcément trop ce qu'il pense vraiment, Kvara a l'air très intéressé par le projet parisien. Et sachant que l'année prochaine, le Napoli ne va pas jouer de Coupe d'Europe, ça peut se comprendre. À un moment donné, il est dans une marge de progression, il va jouer l'Euro, il a fait 2 saisons au Napoli quand même très abouties. Ils vont pas jouer l'Europe l'année prochaine. Tu as le projet parisien avec Luis Enrique qui te propose quelque chose qui vient de sortir d'une demi-finale de Ligue des Champions, qui joue la Ligue des Champions chaque année. Ça peut être un pas supplémentaire très intéressant quand même pour Kvara. La transition est toute faite donc pour un joueur qui visiblement ne veut pas revenir au Paris Saint-Germain. C'est les infos qu'on a eues ces dernières heures. Xavi Simons ne veut pas revenir au PSG cet été. Le joueur n'est pas très motivé à l'idée de poursuivre dans la capitale. Paris et Leipzig négocient un transfert définitif. À voir s'il va ensuite rester en Bundesliga. D'autres clubs d'EPL sont intéressés. On a également appris qu'apparemment, si transfert définitif selon Loïc Tanzi, l'équipe, je précise bien l'équipe, parce que Fabrice Hopkins et RMC Sport, c'est quand même un petit peu plus renseigné selon moi. En tout cas, il y a eu moins de conneries de sortie que l'équipe. Et Loïc Tanzi qui nous dit si transfert définitif avant le janvier 2025, alors l'argent reviendrait au PSV Eindhoven. Ouais, donc les infos qu'on voit un peu sur Xavi Simons, c'est assez lunaire ces derniers temps. Je pense que la vérité, c'est que personne ne sait ce qui se passe, personne ne connaît la volonté du joueur, personne ne connaît la volonté du Paris Saint-Germain réellement, et personne ne connaît les petites clauses qu'il pourrait y avoir dans le contrat, soi-disant. Je dis bien soi-disant, parce qu'on nous parle de clauses bizarres, mais en vérité, on n'en sait rien, on n'est pas les agents, on n'est pas dans le contrat. Mon avis là-dessus, c'est que, déjà, comme j'ai dit, un joueur qui ne veut pas revenir ou qui ne veut pas jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain, qu'il soit Kylian Mbappé, qu'il soit Xavi Simons ou qu'il soit Warren Zaïre-Emery, je n'en ai rien à faire. Je n'en veux pas au Paris Saint-Germain, parce que j'en ai vu dire, on retourne du prison Saint-Germain, Xavi Simons, tu restes ici. Non, les gars, non. Certes, c'est pour moi le Paris Saint-Germain qui décide, étant donné qu'il est sous contrat, faut pas l'oublier, il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc à partir du moment où le PSG décide
de le rapatrier et que l'année prochaine, ils ne le prêtent pas, ils ne le vendent pas et que c'est un joueur du PSG, c'est le Paris Saint-Germain qui décide et qui a le dernier mot. À part, puisqu'on nous parle de clauses bizarres, chose que je ne crois pas personnellement, pour moi, le Paris Saint-Germain n'est pas assez bête pour négocier un contrat et en fait, c'est pas eux qui décident. Je vois pas l'intérêt. Donc, comme je dis, si tu ne veux pas revenir, si tu ne veux pas jouer sur nos couleurs, il n'y a pas de prison Saint-Germain. Tu dégages, on te vend, on te prête avec option d'achat si jamais il ne faut pas le transférer officiellement avant janvier 2025, peu importe. Mais en tout cas, tu ne veux pas revenir sous nos couleurs, tu dégages. Xavi Simons a une grosse valeur marchande, il est apprécié par Leipzig, par des clubs en première ligue. Vendons-le s'il ne veut pas venir chez nous. Point barre. Maintenant, comme j'ai dit, ça me paraît quand même très étrange. On vient de le re-signer jusqu'en, je crois, 2028. Donc Xavi Simons, alors qu'il aurait pu avoir son destin entre ses mains, être libre, peu importe, a décidé de re-signer 4 ans au Paris Saint-Germain. Pourquoi tu déciderais de re-signer au Paris Saint-Germain 4 ans, sachant que cette année, il y a Kylian Mbappé donc, qui va partir et qui ne sera pas là la saison prochaine, donc tu auras de la place. Un coach qui, visiblement, Luis Enrique, a l'air de potentiellement compter sur lui. En tout cas, les déclats qu'on a pu voir un petit peu de ces derniers temps, c'est qu'on suit Xavi Simons, que c'est un profil intéressant et qu'il aimerait l'avoir sous ses ordres. Hein, si je ne me trompe pas, il l'a déclaré. Bref. Voilà, donc ça me paraît quand même bizarre tout ça, et ça me paraît quand même bizarre que le Paris Saint-Germain ne veuille pas le faire revenir, et que lui n'ait pas envie de revenir alors qu'il a signé 4 ans. Qu'il soit prêté cette saison parce qu'il y avait Mbappé, parce qu'il y avait Dembélé, parce qu'il y en avait d'autres, Barcola, etc. Oui, il a envie de s'aguerrir ailleurs, c'est un jeune joueur, pour sa carrière il a envie d'être titulaire, il a envie de temps de jeu pour progresser, ça se comprend totalement. Maintenant, l'année prochaine, il y a quand même de la place qui va se libérer. Et aussi, à un moment donné, chose qui pourrait expliquer ça, c'est que monsieur n'a pas envie de concurrence. Monsieur a des exigences. Monsieur voudrait une place de titulaire. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas te garantir du temps de jeu, mon pote. Luis Enrique l'a dit, il y a de la concurrence. Il compte sur 20 ou 22 joueurs. Quoi. Il a dit, dès cette année, il y avait un groupe de 20 joueurs. Donc à un moment donné, mon petit Xavi Simons, t'as jamais rien prouvé de ta carrière encore, mon pote. T'as pas un match international référence dans les jambes. T'as quelques bons matchs en Bundesliga, en Eredivisie. Enfin, plutôt des bons matchs, globalement, en Bundesliga, en Eredivisie, et quand même une pente ascendante. Maintenant, tu restes un jeune joueur, tu n'as encore rien prouvé au très très haut niveau, tu as certes un gros potentiel, mais pour l'instant, on est encore au début de la pyramide, donc à un moment donné, tu n'es personne pour exiger quoi que ce soit. Donc c'est simple, si tu paniques de la concurrence, bah, tu dégages. Et à un moment donné, un joueur qui n'a pas envie de concurrence, à l'âge de 21 ans ou 22 ans, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre club en fait? Dans tous les grands clubs, il y a de la concurrence. Donc à un moment donné, va voir ailleurs, mon pote. Après, voilà, comme je dis, on voit tout et son contraire. Donc, à un moment donné, on attend juste que Xavi Simons communique ou que son agent communique et on verra ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on voit tout et son contraire. On ne comprend rien sur ce dossier-là. Mais factuellement, c'est un joueur du Paris Saint-Germain dans tous les cas. Donc, si le PSG veut le faire revenir, il reviendra, point barre. Et si jamais il a envie de partir et qu'il n'a pas envie de s'inscrire dans le projet parisien, chose que je trouve quand même bizarre, sachant qu'il a re-signé pendant 4 ans et que normalement la saison prochaine il y aura de plus de place pour lui et que certes il va y avoir une concurrence, mais la concurrence est dans tous les clubs, donc à un moment donné, bah, si tu veux jouer dans un grand club, t'as pas le choix, mon pote. Bah, c'est vrai que je trouve ça bizarre. Maintenant, Xavi Simons a une très grosse valeur marchande. Vendons-le, récupérons cet argent et allons le mettre par exemple sur Kvara qui visiblement a des intérêts pour le Paris Saint-Germain. Donc en tout cas, allons chercher un autre joueur, un joueur qui a envie de venir et s'inscrire dans le projet parisien tout simplement. Et puis, si on n'a pas la place pour lui ou qu'on souhaite le prêter ou quoi que ce soit, ou alors que comme ils disent, s'il est vendu avant janvier 2025, alors c'est le PSV Eindhoven qui recevra l'argent, chose que je ne comprends absolument pas, ça me paraît quand même aberrant, mais peu importe, dans ce cas alors, bah, vends-le avec une option d'achat. Tout simplement, prête-le avec une option d'achat obligatoire. Tu le prêtes à la Leipzig ou en Première Ligue avec une option d'achat obligatoire qu'ils lèveront à l'été 2025 et c'est nous qui récupérons l'argent et terminé, bonsoir, le dossier est clos. En tout cas, comme j'ai dit, voilà, ça me paraît quand même bizarre que le mec re-signe 4 ans et que finalement il n'ait pas envie de s'inscrire dans notre projet. Et puis surtout, comme j'ai dit, il a une valeur marchande. À un moment donné, bah, tu le vends et terminé, bonsoir. Et puis surtout, faut pas voir Xavi Simons trop beau. Comme j'ai dit, les matchs internationaux, il n'y en a pas un de référence. Cette saison, certes, il fait une bonne saison à Leipzig, mais comme on a dit en Bundesliga, même Kolo Muani a fait une très bonne saison. À un moment donné, là-bas, il y a tellement d'espace et de boulevards que forcément, c'est propice à un mec qui a un jeu ultra vertical et qui prend énormément de risques. Donc, il a flambé au PSV en Eredivisie, en Bundesliga aussi, mais on a vu de nombreux joueurs flamber dans ces championnats. Donc, il a aussi peut-être pas envie pour la suite de sa progression de jouer en Ligue 1. Il a joué en Ligue 1, il sait comment c'est physique, il sait qu'il y a beaucoup de blocs bas et que forcément, c'est pas forcément propice à l'épanouissement de son jeu, qui pourrait beaucoup plus flamber en Bundesliga ou par exemple en Première Ligue. Donc, pour le choix de sa carrière, ça peut se comprendre. Mais ce que je trouve étonnant, c'est pourquoi tu as prolongé pendant 4 ans au Paris Saint-Germain. Donc ouais, il y a beaucoup d'inconnus autour de ce dossier, il y a beaucoup de questions, mais la vérité c'est que je pense qu'il y en a énormément qui ne connaissent rien à ce dossier et qui parlent pour
Rien du tout. Peut-être que ça prend du temps, ils prennent du temps à communiquer, alors bah, ça y va de ces hypothèses, chacun pense que monsieur veut des garanties, etc. Enfin bref, pour moi, c'est que des hypothèses, c'est que du papier. Il faut juste attendre ce que va dire Xavi Simons et ce que va faire surtout le Paris Saint-Germain, parce que je répète, c'est le Paris Saint-Germain pour moi qui a le dessus dans ce dossier, c'est tout, c'est comme ça, c'est factuel. Il est sous contrat au PSG, c'est le PSG qui décide, point barre. Bref, allez, je vais pas me répéter 107 ans, vous avez mon avis sur la question, et comme je vous ai dit, un joueur qui n'a pas envie de porter les couleurs de notre club, ça dégage. Allez les amis, je vous souhaite une très très bonne journée, on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux, ciao.